Il existe un endroit où l'horloge s'arrête et où la géographie devient le destin. Le Kirghizistan n'est pas visité. Il est survécu et vénéré. Situé au carrefour des grands empires, ce territoire a vu couler la richesse du monde et le sang de ses guerriers. Pourtant, rien de tout cela n'a réussi à altérer son essence. Les sommets du Tian Shan regardent vers le bas avec la patience des siècles, témoins muets de notre existence éphémère. Ici, les glaciers respirent et le vent porte les échos des ancêtres qui comprenaient que cette terre n'appartient à personne. C'est un sanctuaire d'air pur et de vérité dure, un rappel que nous ne sommes que des passagers. Préparez-vous à affronter un paysage qui non seulement défie le corps, mais interroge l'âme. Bienvenue à la dernière frontière du temps. La géographie de l'oubli. L'humain moderne, dans son orgueil, croit avoir conquis chaque recoin de la planète. Nous avons cartographié les océans jusqu'au dernier abysse sombre où des créatures bioluminescentes nagent dans une obscurité éternelle. Nous avons apprivoisé des jungles qui dévoraient autrefois des expéditions entières avec des fièvres et des flèches invisibles. Nous avons érigé des cités de verre et d'acier qui grattent le ciel avec une insolence qui défie les dieux anciens. Nous avons envoyé des sondes métalliques sur Mars pour chercher de la poussière rouge et des sous-marins nucléaires au fond du Pacifique. Nous vivons sous l'illusion qu'il ne reste plus d'espace vide sur les cartes, que le mystère a été éradiqué par les satellites et le GPS. Mais ce que presque personne ne sait, ce qui échappe à la conscience collective occidentale, c'est qu'il existe une enclave au cœur de l'Asie où le temps ne se mesure pas en heures ou en années, mais dans l'érosion lente, douloureuse et implacable des roches anciennes. Loin de l'humidité des océans, protégé par des murs naturels de granit noir et de neige éternelle qui aveuglent l'œil, se trouve un territoire qui a regardé passer le chaos de l'histoire, tout en restant stoïque, presque indifférent au sort des empires humains. Le Kirghizistan n'est pas simplement un pays délimité par des lignes politiques, c'est une forteresse géographique conçue par la Terre elle-même dans un spasme de violence tectonique pour défier l'homme. C'est littéralement la nation la plus éloignée de la mer sur toute la planète, le pôle d'inaccessibilité océanique. 2650 km de steppes, de déserts et de chaînes de montagnes séparent ses frontières de la côte la plus proche. C'est un endroit où la Terre s'élève violemment vers le ciel, comme si elle essayait d'échapper à la gravité elle-même et de toucher les étoiles avec les pointes de ses sommets acérés. Ici, la géographie n'est pas un cadre passif. Une toile de fond pour les pièces de théâtre de la civilisation, c'est le protagoniste absolu, le directeur cruel et bénévole de chaque chapitre humain, une entité vivante qui respire et exige le respect. Pour comprendre son peuple, cette race de cavaliers à la peau tannée et aux yeux rétrécis par le soleil, il faut d'abord comprendre leurs montagnes. Car au Kirghizistan, la survie est un art pratiqué sur le toit du monde, à une altitude moyenne de 2750 mètres. À cette hauteur, l'air est plus rare. La lumière ultraviolette brûle sans réchauffer, et l'oxygène est rare, forçant les poumons à se dilater et le sang à s'épaissir. Ici, la volonté se forge ou se brise sans moyen terme. Si nous déplions la carte de l'Asie centrale et l'observons avec une attention clinique, nous voyons que le Kirghizistan apparaît comme un nœud géologique impossible, une cicatrice sur la croûte terrestre. Ce n'est pas une plaine ouverte propice à une invasion facile, comme les steppes mongoles, où les hordes pouvaient galoper sans entrave. Ce n'est pas non plus une vallée fertile et douce comme celle de Fergana, conçue pour l'agriculture sédentaire.
C'est un labyrinthe tridimensionnel de chaînes de montagnes qui occupent 94% de son territoire, laissant à peine 6% pour une vie confortable. Cette réalité physique a dicté une sentence claire depuis le début des temps. Une loi non écrite que chaque enfant kirghize apprend avant de marcher. Ici, la vie est dure, verticale et froide. La chaîne du Tian Shan, dont le nom chinois se traduit littéralement par « les montagnes célestes », agit comme le véritable souverain du pays, un empereur de pierre qui n'a pas besoin de trône. Avec plus de 2500 km de longueur et des sommets dépassant 7000 mètres, ces montagnes sont des monstres endormis. Le pic Lénine, une massive pyramide blanche, atteint 7134 mètres et le Genghis Chokusu, ou pic de la Victoire, Pobeda, culmine à 7439 mètres, s'élevant comme le 7000 cône le plus septentrional du monde, célèbre pour sa brutalité climatique et les vies qu'il a réclamées. Ces montagnes ne sont pas seulement un décor, ce sont des barrières climatiques qui arrêtent les moussons, des barrières politiques qui ont stoppé les armées chinoises et russes, et des barrières spirituelles où résident les esprits des ancêtres. Elles divisent le pays en nord et sud, créent des microclimats extrêmes où l'on peut passer de l'été à l'hiver en 1 heure de marche et ont fonctionné pendant des siècles comme le meilleur système de défense qu'un roi puisse jamais acheter. Les choses que vous pouvez trouver si vous vous aventurez dans ces cols de montagne défient toute logique moderne. Le col de Torugart, à 3752 mètres sur la frontière avec la Chine, est un lieu de désolation biblique qui a vu des caravanes disparaître, avalées par des tempêtes de neige soudaines en quelques minutes, ne laissant que le son du vent hurlant parmi les rochers. Des vallées alpines comme Susamir, à 2200 mètres, semblent être un rêve fiévreux. Des plateaux sans fin qui se transforment en été en tapis d'un vert si intense qu'il fait mal à regarder, parsemés de millions de fleurs sauvages. Des coquelicots rouges qui ressemblent à des gouttes de sang. Des Edelweiss blancs, des tulipes sauvages qui sont les ancêtres de toutes les tulipes du monde. Et traversées par des rivières d'eau cristalline, se précipitant directement de la fonte avec un rugissement sourd qui ressemble au battement de cœur de la planète elle-même. C'est un paysage de contrastes violents, conçu pour vous faire sentir petit. Des déserts arides de sable rouge et des canyons martiens dans le sud, comme le canyon Skaska, cède soudainement la place à des forêts de noyers anciens à Arslan Bob. C'est la plus grande forêt de noyers naturelle au monde, un vestige du Pléistocène où les arbres ont des troncs si larges et tordus qu'il faut 5 hommes pour les embrasser, et dont les noix, selon la légende, ont été transportées par Alexandre le Grand jusqu'en Grèce. Et puis il y a les lacs turquoises suspendus à 3000 mètres, Songkul, Sarichelek, Kelsu, qui ressemblent à des miroirs brisés du ciel, des endroits où l'eau est si pure et glaciale que vous pouvez boire directement et sentir qu'elle vous nettoie de l'intérieur, gelant vos entrailles pour un instant. En hiver, la réalité devient hostile. La température peut descendre jusqu'à -50 degrés dans les zones hautes. L'air gèle dans les poumons. Les rivières s'arrêtent, piégeant les poissons en pleine nage à l'intérieur de blocs de glace transparents. Les loups descendent sur des montagnes, affamés, leurs hurlements rebondissant sur les vallées vides, cherchant une proie faible. Et pourtant, des gens vivent ici. Ils ne survivent pas, ils vivent avec fierté.
parce qu'ils ont appris le langage secret des montagnes, une langue qui n'utilise pas de mots mais des signaux, savoir quand le ciel va se fermer avec des nuages de plomb, quand la neige va aveugler les cols avec une blancheur mortelle, quand bouger vite et quand rester immobile, se recroqueviller et laisser passer la tempête comme un train de marchandises qui ne s'arrête pas à votre gare. Mais il y a autre chose dans ces montagnes, quelque chose que les bergers chuchotent quand le feu s'éteint et que l'obscurité est absolue. Ils disent que le Tian Shan non seulement protège, mais aussi surveille. Que dans les glaciers qui reculent, révélant des roches qui n'ont pas vu la lumière depuis 10 000 ans, quelque chose d'ancien s'éveille. Les grimpeurs parlent de sons sous la glace, d'ombres bougeant dans des crevasses où il ne devrait y avoir aucune vie. Et parfois, quand le vent cesse brusquement dans les hauts cols, on a la certitude absolue et terrifiante que nous ne sommes pas seuls au sommet du monde. L'œil de la Terre. Au milieu de ce chaos tectonique de sommets acérés comme des dents de dragon et de glaciers qui craquent et gémissent comme de vieux os, la nature a décidé d'ouvrir un œil géant, bleu et serein qui voit tout. Le lac Issyk-Kul. Il est impossible de parler de l'histoire, de la culture ou de l'âme profonde de cette région sans s'arrêter, avec une révérence presque religieuse, devant cette étendue d'eau qui semble être une erreur dans la matrice géographique, comme si un morceau de la mer Méditerranée ou des Caraïbes s'était perdu et était tombé du ciel pour atterrir dans les hauteurs de l'Asie centrale. Les chiffres sont accablants. Avec 182 km de long et 60 de large, l'Issyk-Kul est le deuxième plus grand lac alpin du monde après le Titicaca. Et le deuxième plus grand lac salin après la Caspienne. C'est une mer miniature tenue par des montagnes enneigées. Mais il a une caractéristique qui le rend absolument unique, un trait qui défie l'intuition et a nourri les légendes et les peurs pendant des millénaires. Il ne gèle jamais, pas même lors des hivers les plus rudes de la steppe, quand la température ambiante descend en dessous de moins 30 degrés, quand le sol devient dur comme le fer et que le vent coupe la peau comme une lame d'obsidienne, ces eaux restent liquides, d'un bleu foncé, bougeant avec une lenteur hypnotique et vaporeuse. La science moderne, avec son besoin de désenchanter le monde, explique ce miracle par des données froides. Une combinaison de salinité modérée, 6 grammes par litre, similaire à la partie supérieure de la mer Noire, une intense activité thermique souterraine due à la faille géologique active sur laquelle il repose, et l'énorme masse d'eau qui retient la chaleur estivale comme une batterie thermique géante. Mais les anciens Kirghizes, qui regardaient le lac avec un mélange d'amour et de terreur, avaient une autre explication. Ils disaient qu'au fond du lac bat un cœur chaud, le cœur d'une princesse qui a tant pleuré pour son amant tué à la guerre, que ses larmes ont rempli la vallée aride et ne se sont jamais refroidies, maintenues au chaud par la furie de son chagrin éternel. Beaucoup de visiteurs restent sur le rivage, admirant le reflet des sommets enneigés dans l'eau saphir, mais ils sont surpris et frissonnent lorsqu'ils découvrent ce qui se cache sous la surface calme. L'Issyk-Kul est un tombeau massif de l'histoire. Des archéologues soviétiques, lors de missions secrètes pendant la guerre froide et des expéditions internationales ultérieures, ont trouvé des restes de civilisations submergées qui nous forcent à réécrire les livres d'histoire. Des murs de pierre parfaitement taillés, des poteries intactes, des pointes de lance et des armes de bronze datant de 2500 ans. Ce sont les restes de la ville mythique de Shigu, la capitale des Usun, ou peut-être des établissements scythes, qui ont été piégés lorsque le niveau du lac a monté soudainement à la suite de tremblements de terre cataclysmiques, engloutissant des vies, des marchés et des temples en une seule nuit d'horreur. On dit, et les preuves circonstancielles sont troublantes, que l'Issyk-Kul détient de sombres secrets de la route de la soie, des trésors de caravanes perdues qui ont tenté de traverser la glace inexistante, des reliquaires bouddhistes en or massif, et même, selon des théories persistantes appuyées par la découverte d'anciennes croix chrétiennes, le tombeau de l'apôtre Matthieu ou les restes de moines nestoriens
qui ont fui la persécution en Perse et en Syrie, apportant des textes interdits avec eux. Le lac est une archive hermétique qui protège son contenu avec des tonnes de pression et d'obscurité. À l'époque médiévale, les rives de l'Issyk-Kul étaient un refuge sacré et cosmopolite. Des monastères arméniens coexistaient avec des temples bouddhistes. Tamerlan, le conquérant boiteux qui a baigné l'Asie de sang, a tenté de construire un palais au milieu du lac, pierre par pierre. Mais l'eau a toujours gagné. Marco Polo l'a mentionné dans ses chroniques avec étonnement. Les Chinois de la dynastie Tang l'appelaient Rehai ou Lac-Chau. Les Russes, lorsqu'ils sont arrivés avec leurs bottes militaires et leurs arpenteurs au XIXe siècle, l'ont baptisé la mer du Kirghizistan. Et ce n'était pas une exagération poétique. Ce lac fonctionne comme un thermostat gigantesque, créant son propre microclimat qui adoucit les hivers sur ses rives au point de permettre des vignobles, des abricots et des vergers de pommiers, là où n'importe où ailleurs, à cette latitude, il n'y aurait que de la toundra gelée et de l'herbe morte. Au cours du XXe siècle, l'Union soviétique a fermé le lac au monde extérieur. Ils en ont fait une zone militaire restreinte. Dans ses profondeurs, loin des yeux indiscrets des satellites occidentaux, la marine soviétique a testé des torpilles à haute vitesse et une technologie sous-marine secrète. Les habitants racontent encore des histoires de lumières étranges émergeant de l'eau la nuit, de bruits métalliques qui faisaient vibrer le sol et d'animaux s'échouant morts sur le rivage sans cause apparente. Aujourd'hui, la paix est revenue, du moins en apparence. Vous pouvez marcher sur des plages de galets noirs et de sable doré où les vagues se brisent avec la même cadence rythmique qu'en Méditerranée, voir des flamants roses se reposer lors de leurs migrations estivales et, si vous avez de la chance, rencontrer des bergers nomades descendant avec leurs troupeaux de chevaux et de moutons pour boire cette eau saumâtre qui ne gèle pas leurs lèvres. Le lac est si profond, jusqu'à 668 mètres, un gouffre insondable, qu'il n'a pas encore révélé, ne serait-ce qu'une fraction de ses secrets. Chaque année, de nouvelles expéditions, avec sonar à balayage latéral, découvrent de nouvelles structures, de nouvelles formes géométriques au fond de la boue. Mais les anciens des villages riverains avertissent les touristes qui rient trop fort ou entrent dans l'eau sans respect. Ils regardent l'horizon bleu avec des yeux plissés et murmurent une vérité inconfortable. L'Issyk-Kul ne rend jamais ce qu'il prend. Et parfois, quand le soir tombe et que l'eau devient noire comme l'encre, la surface commence à s'agiter sans que le vent ne souffle, comme si quelque chose d'immense, juste sous les bateaux, était sur le point de remonter pour respirer. Le domaine du cheval est la route de la soie. Bien avant que le nom Kirghizistan n'apparaisse sur les cartes des cartographes européens, bien avant que des concepts comme nation, frontière ou passeport n'existent, ces terres vibraient déjà d'une énergie cinétique imparable, le galop des chevaux. Les steppes d'Asie centrale n'étaient pas simplement un lieu de passage. Elles étaient le berceau de l'une des révolutions technologiques les plus importantes de l'histoire humaine, comparable à l'invention de la roue ou de la machine à vapeur, la domestication du cheval. Cela s'est passé ici, sur les vastes plaines au nord du Tian Shan, il y a plus de 5000 ans, probablement dans la culture Botai. C'était le moment où l'être humain a cessé d'être une créature terrestre lente pour devenir un centaure. Sans cet animal, la vie dans cet environnement hostile aurait été biologiquement impossible. Le cheval n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une extension du corps humain, une machine de guerre vivante, une source de lait fermenté, koumi, riche en vitamines, de viande pour l'hiver et de cuir pour les armures. C'était un statut, une religion, une monnaie et le seul compagnon fidèle dans la solitude de la steppe. La symbiose était totale. Les enfants apprenaient à monter avant de marcher, leurs jambes se courbant dès l'enfance pour s'adapter aux flancs de l'animal. Les femmes étaient pour des cavalières aussi habiles que les hommes, capables de défendre le camp
et de chasser les loups. Et les guerriers ont développé des techniques qui ont terrifié les empires sédentaires de Rome et de Chine. Ils pouvaient tirer des flèches avec une précision mortelle au plein galop, se tournant vers l'arrière sur la selle, le célèbre coup de Parthe, pendant que leur monture galopait à 60 km/h sur un terrain accidenté. Les premiers registres historiques nous parlent des Scythes et des Sas, peuples indo-européens aux cheveux clairs et aux yeux bleus qui ont dominé ces steppes dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. Ils n'ont laissé aucun palais de marbre, ni aucune cité fortifiée, car pour eux, s'enfermer derrière des murs était une forme de mort. Leur richesse résidait dans leurs troupeaux mobiles et leur liberté absolue. Mais ils ont laissé quelque chose de plus durable que les bâtiments, des pétroglyphes. Dans des lieux sacrés comme Cholpon-Ata, sur les rives de l'Issyk-Kul, ou dans la vallée reculée de Saimalu-Tash, qui signifie pierre brodée et n'est accessible qu'un mois par an, des milliers de roches de basalte noires sont marquées par l'histoire spirituelle de ces peuples. Ce sont des bibliothèques de pierre à ciel, ouverts sous le soleil brûlant. Des dessins de chèvres aux longues cornes touchant leur propre dos. De chasseurs avec des arcs bandés, de chars de guerre aux roues légères, et des scènes de rituels chamaniques où des hommes masqués dansent avec le soleil. Ces gravures sont le témoignage muet d'une culture qui lisait le ciel et les étoiles, avec la même aisance avec laquelle nous lisons un écran de téléphone. Ce sont des messages dans une bouteille de pierre lancée vers le futur. Ensuite, la marée de l'histoire a apporté les Huns, les Kökturks turcs avec leurs loups bleus, les Karakhanides qui ont apporté l'islam. Tous sont passés par ici, laissant des couches d'histoire, comme des strates géologiques, du sang sur du sang, de la poussière sur de la poussière. Mais le moment de plus grande splendeur, celui qui a connecté ce coin perdu avec le destin du monde, est arrivé avec la route de la soie. Malgré son isolement montagneux, ou peut-être en raison de la sécurité offerte par ses cols contrôlés, ce territoire est devenu un corridor vital et obligatoire. Les caravanes quittant la mythique Xi'an, chargées de soie, de porcelaine fine et de papier, n'avaient d'autre choix que de braver les cols du Tian Shan et du Pamir-Alaï pour atteindre les marchés de Samarcande, Bagdad et enfin les palais de Venise et de Rome. Les vallées kirghizes sont devenues les artères par lesquelles circulait le sang du commerce mondial. Ici, la soie chinoise, douce comme l'eau, était échangée contre les célèbres chevaux célestes de Fergana qui suèrent du sang. Les épices indiennes piquantes contre l'ambre de la Baltique du Nord, l'argent persan ciselé contre des fourrures de zibeline de Sibérie, des endroits comme Tash Rabba, un caravansérail en pierre sombre du XVe siècle, à moitié enterré dans la montagne à 3500 mètres, étaient des oasis de vie au milieu du vide hurlant. Imaginez la scène à Tash Rabba. C'est la nuit, dehors une tempête de neige rugit qui tuerait un homme en quelques minutes. À l'intérieur des épais murs de pierre, éclairés par des lampes à huile de graisse de mouton qui fument et sentent le rance, des marchands de 10 nations différentes se rassemblent. Ils parlent dans un mélange de sogdiens, de turcs, de persans et de chinois. Des chameaux de Bactriane, épuisés, s'agenouillant dans les cours intérieures, on boit du thé chaud, on mange de la viande rôtie. Et avec les biens physiques, la chose la plus dangereuse de toutes est échangée. Les idées, religion, mathématiques, astronomie, secrets de la poudre à canon et du papier, et aussi des maladies comme la peste noire. À Oksh, la plus ancienne ville du Kirghizistan, avec plus de 3000 ans d'existence continue, plus ancienne que Rome, le bazar n'a jamais fermé. Aujourd'hui encore, vous pouvez gravir la montagne Suleyman-Tu, une montagne à 5 sommets, s'élevant de la plaine comme une main de pierre, déclarée patrimoine mondial. Là, vous pouvez toucher des roches polies par des millions de mains et de genoux de pèlerins, voir des pétroglyphes montrant des prophètes priant, ou entrer dans des grottes étroites où des chamans et plus tard des saints soufis cherchaient l'illumination dans l'obscurité totale. Ici, le bouddhisme, le zoroastrisme, le christianisme nestorien et l'islam se sont rencontrés et entrechoqués dans une coexistence tendue mais fertile
qui semble impossible aujourd'hui. Mais la route de la soie n'a pas duré éternellement. Les routes maritimes ouvertes par les Européens ont condamné les caravanes à l'oubli. Le commerce s'est tari, les cités d'adobés se sont effondrées et sont retournées à la poussière, les empires se sont retirés, laissant les Kirghizes seuls à nouveau avec leurs montagnes et leurs chevaux. Cependant, au XIXe siècle, une nouvelle ombre a commencé à s'allonger depuis le nord. Une ombre plus vaste et plus systématique que n'importe quel khanat précédent. Les arpenteurs du tsar de Russie sont apparus à l'horizon avec leurs théodolites et leurs fusils, traçant des lignes droites sur des cartes qui ne comprenaient rien aux tribus. Le grand jeu avait commencé et avec lui, la fin de l'ancienne liberté. Ce qui était venu ensuite n'était pas des marchands avec de la soie, mais des trains blindés et une idéologie qui promettait de réécrire l'âme même de l'homme de la steppe. Et le son de ces trains approchant résonnait comme un tonnerre lointain, annonçant une tempête à laquelle personne ne pourrait se cacher. Mais juste au moment où il semblait que l'isolement des montagnes protégerait ce mode de vie pour toujours, le monde extérieur a commencé à frapper aux portes des vallées avec une force irrésistible. Les empires anciens étaient venus et repartis, laissant à peine quelques cicatrices sur la terre. Mais ce qui se profilait à l'horizon n'était pas simplement une armée d'invasion. C'était une idéologie, une force qui ne voulait pas seulement conquérir le territoire, mais réécrire l'esprit même de ses habitants. Les montagnes, qui avaient toujours été des murs impénétrables, ne pouvaient pas arrêter ce qui allait se passer. L'ombre rouge et la sédentarisation. Le XXe siècle n'est pas arrivé au Kirghizistan sur la pointe des pieds. Il est arrivé avec le rugissement des canons et le fracas des trains blindés. Ce fut un changement sismique que personne, pas même les aînés les plus sages qui lisèrent les étoiles, n'avait vu venir. En 1918, à la suite de l'effondrement de l'ordre mondial connu et de la montée de la révolution bolchevique, les troupes rouges ont commencé à monter dans ces hautes terres. Ils n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient les porteurs d'un nouvel évangile séculier qui promettait l'égalité et le progrès, mais exigeait une soumission totale à un système centralisé. Ce qui a suivi fut l'un des épisodes les plus brutaux, prolongés et pourtant les moins connus de toute l'histoire soviétique. On pense souvent que l'expansion soviétique fut rapide et absolue, mais dans ces montagnes, la résistance fut féroce. Elle fut connue sous le nom de révolte des basmachis. Ce terme, utilisé de manière dérogatoire par les soviétiques pour les étiqueter comme des bandits, fut adopté avec fierté par les guérilleros locaux. C'étaient des combattants musulmans, des cavaliers experts qui connaissaient chaque grotte et chaque gorge, et qui se battirent non pas pendant des mois, mais pendant près de 15 ans, contre la machine de soviétisation. Ce fut une guerre d'ombre sur des sommets enneigés où la technologie moderne de l'armée rouge se heurtait constamment aux tactiques millénaires de la guérilla des steppes. Pour les nouveaux administrateurs envoyant des ordres depuis Moscou, le mode de vie nomade représentait tout ce que le nouveau monde devait laisser derrière lui. Il le voyait comme un chaos incontrôlable, un vestige féodal archaïque qui devait être éradiqué au nom du progrès scientifique et de l'efficacité industrielle. Un nomade qui se déplace ne peut pas être contrôlé, ne peut pas être recensé, et plus important encore pour l'État, ne peut pas être taxé facilement. Ainsi, entre 1920 et 1930, une machine sociale dévastatrice fut mise en marche. Le processus de sédentarisation forcée le plus massif et le plus rapide de l'histoire humaine fut réalisé. L'ordre était clair et l'exécution fut implacable. Des millions de têtes de bétail furent réquisitionnées, lesquelles constituaient non seulement la source de nourriture de la population, mais leur banque, leur statut et leur identité. Les routes de transhumance qui avaient été utilisées pendant des milliers d'années, des sentiers invisibles tracés par la mémoire des générations,
furent fermés et bloqués par des frontières artificielles. Les bergers furent exhortés, et dans la vaste majorité des cas forcés sous la menace de la violence, à abandonner leurs yourtes. Ils durent s'installer dans des kolkhozes, des fermes collectives conçues dans des bureaux lointains, où la propriété privée disparaissait et où l'individu devenait un rouage de la production étatique. Le résultat immédiat de ce choc culturel fut tragique. Des famines ravagèrent la région lorsque l'équilibre écologique délicat de l'élevage nomade fut rompu par décret bureaucratique. Il y eut des révoltes désespérées et une perte de connaissances culturelles qui fait encore mal dans la mémoire collective. Imaginez le traumatisme d'un peuple qui n'avait jamais vécu entre quatre murs, étant forcé d'habiter des structures statiques, regardant ses chevaux, l'animal sacré qui lui donnait la liberté, être confisqué pour alimenter des machines agricoles. Cependant, et c'est là que l'histoire devient grise et complexe, cette période apporta aussi des changements qui transformèrent le visage du Kirghizistan de manière irréversible et, sous certains aspects, le modernisèrent. La machine soviétique n'apporta pas seulement de la douleur. Elle apporta des infrastructures. Là où il n'y avait auparavant que des campements saisonniers et des sentiers de terre, des villes planifiées en béton armé surgirent du néant avec des systèmes de chauffage central et d'électricité. D'immenses usines de transformation de la laine et de la viande furent construites, des barrages et des centrales hydroélectriques furent érigés, apprivoisant des rivières sauvages et apportant la lumière électrique dans des vallées profondes qui, jusqu'à ce moment-là, n'avaient connu que la lumière du feu et des étoiles. La transformation physique fut totale. La capitale, une petite garnison de boue et de bois qui, jusqu'en 1926, s'appelait Pishpek, fut renommée Frunze. Ce nom fut choisi en l'honneur de Mikhail Frunze, un éminent général bolchevique qui y était né, cimentant ainsi l'identité de la ville avec le nouveau régime. Des décennies plus tard, après la chute du rideau de fer en 1991, la ville réclamerait son identité sous son nom actuel, Bichkek. Mais pendant l'ère soviétique, Frunze devint une cité-jardin modèle. Des avenues immensément larges furent tracées, conçues tant pour la circulation de l'air que pour les défilés militaires de chars et de missiles. Des théâtres d'opéra de style néoclassique, des universités techniques et des académies des sciences furent construits. L'impact social fut tout aussi profond. L'État soviétique lança des campagnes d'alphabétisation agressives. En une seule génération, la population passa de majoritairement analphabète à un taux d'alphabétisation de 99%. Des médecins furent amenés dans les villages les plus reculés, éradiquant des maladies qui avaient tourmenté la population pendant des siècles. Des ingénieurs, des enseignants et des agronomes arrivèrent. Et bien que le prix culturel et humain fût extrêmement élevé, ce système créa une génération hybride unique. Des Kirghizes qui parlaient russe avec la même aisance que leur langue maternelle, qui avaient lu Pouchkine et Tolstoï, et qui étudiaient la physique quantique ou l'ingénierie aérospatiale, mais qui, de retour chez eux, savaient encore monter à cheval à cru et traire les juments à l'aube. Mais le contrôle ne se limitait pas à la terre et au corps. Il s'étendait à la langue elle-même. En 1936, lorsque le Kirghizistan fut élevé au statut de République socialiste soviétique avec tous ses droits au sein de l'Union, un périodique linguistique commença. D'abord, l'alphabet arabe traditionnel fut changé pour le latin, sous prétexte de modernisation. Quelques années plus tard, il fut changé à nouveau, cette fois pour le cyrillique, afin d'aligner la population avec la Russie. Ces changements rompirent le lien des nouvelles générations avec les textes anciens et l'histoire écrite en turc Chagatai. Soudain, les petits-enfants ne pouvaient que plus lire ce que leurs grands-parents avaient écrit. De nombreuses pratiques religieuses furent bannies. Et l'islam fut poussé dans la sphère privée et clandestine. Mais, paradoxalement, l'ère soviétique préserva aussi des aspects culturels qui, autrement, auraient pu être perdus face à la mondialisation occidentale.
Des musées ethnographiques furent créés, des érudits furent envoyés pour enregistrer et transcrire d'immenses épopées orales, comme l'épopée de Manas, et des réserves naturelles furent protégées par des lois strictes. Quand le géant tomba finalement et que l'Union soviétique s'effondra en 1991, le Kirghizistan se trouva dans une position étrange. Contrairement à ses voisins, ce fut le seul pays d'Asie centrale qui ne garda pas un leader communiste reconverti en dictateur nationaliste. Au lieu de cela, le destin du pays tomba entre les mains d'Askar Akayev, un physicien et universitaire qui tenta d'établir une démocratie libérale, ce qui fut appelé une révolution des roses, bien avant que le terme ne devienne populaire en Géorgie. Il fut connu pendant un temps comme la Suisse de l'Asie centrale. Et bien que cette promesse initiale fut plus tard ternie par des cas de corruption, l'instabilité et des révolutions populaires en 2005, 2010 et 2020, le pays maintient une vitalité politique et une démocratie relative qui est unique dans une région dominée par les autocraties. L'ombre rouge s'est dissipée, mais elle a laissé un pays transformé, une nation qui a dû apprendre à être libre du jour au lendemain. Maintenant, on pourrait penser qu'avec l'arrivée des immeubles d'appartements, du béton, de l'acier et de la vie moderne, les anciennes façons d'habiter le monde ont complètement disparu. On pourrait supposer que la vie nomade est devenue d'une pièce de musée, quelque chose à voir dans des vitrines, mais pas à vivre. Mais on se tromperait, car il y a quelque chose dans la steppe que le béton ne pourra jamais conquérir, une structure qui a défié la planification soviétique et survécu à l'effondrement de l'Empire. L'architecture du vent. Même sous la longue ombre portée par les blocs d'appartements soviétiques gris et uniformes, il y avait une structure qui n'a jamais complètement disparu, perdurant dans les arrière-cours et les hauts pâturages de montagne, la yourte. Alors que l'architecture occidentale et soviétique cherche désespérément la permanence éternelle, des cathédrales de pierre pour durer 1000 ans, des gratte-ciels d'acier pour défier la gravité et le ciel, la yourte est conçue selon une philosophie complètement opposée. Elle s'est conçue pour le mouvement, pour une vie qui ne s'arrête pas, pour un peuple qui comprend que la seule constante dans l'univers est le changement. La yourte n'est pas une simple tente, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie écologique et aérodynamique qui a été perfectionné pendant plus de 3000 ans. C'est le résultat de millénaires d'essais et d'erreurs dans l'un des climats les plus hostiles de la planète. Ce que presque personne ne sait, et c'est un détail qui fascine les architectes modernes, c'est qu'une yourte authentique n'utilise pas un seul clou métallique dans sa construction. Toute la structure est maintenue par un système de tension parfaitement calculé. Ils utilisent comme des sangles de cuir brut qui se contractent et se dilatent avec l'humidité, des cordes de crin de cheval tressées qui sont incroyablement solides et la force de la gravité elle-même qui stabilise la structure au sol. L'efficacité de cette conception est stupéfiante. Une famille experte peut assembler toute sa maison en seulement 2 heures et la démonter en moins d'1 heure. L'ensemble pèse moins de 300 kg, ce qui historiquement permettait de le transporter sur le dos de 3 chameaux ou, actuellement, à l'arrière. L'architecture du vent. Même sous la longue ombre portée par les blocs d'appartements soviétiques gris et uniformes, il y avait une structure qui n'a jamais disparu, perdurant dans les arrière-cours et les hauts pâturages de montagne, la yourte. Que l'architecture occidentale et soviétique cherche désespérément la permanence des cathédrales de pierre pour durer 1000 ans, des gratte-ciels d'acier pour défier la gravité et le ciel, la yourte est conçue selon une philosophie complètement opposée. Elle s'est conçue pour le mouvement, pour une vie qui ne s'arrête pas, pour un peuple qui comprend que la seule constante dans l'univers est le changement. La yourte n'est pas une simple tente, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie écologique et aérodynamique qui a été perfectionné pendant plus de 3000 ans. C'est le résultat de
millénaires d'essais et d'erreurs dans l'un des climats les plus hostiles de la planète. Ce que presque personne ne sait, et c'est un détail qui fascine les architectes modernes, c'est qu'une yourte authentique n'utilise pas un seul clou métallique dans sa construction. Toute la structure est maintenue par un système de tension parfaitement calculé. Ils utilisent comme des sangles de cuir brut qui se tractent et se dilatent avec l'humidité, des cordes de crin de cheval tressées qui sont incroyablement solides, et la force de la gravité elle-même qui stabilise la structure au sol. L'efficacité de cette conception est stupéfiante. Une famille experte peut assembler toute sa maison en seulement 2 heures et la démonter en moins d'1 heure. L'ensemble pèse moins de 100 kg, ce qui historiquement permettait de le transporter sur le dos de 3 chameaux ou, actuellement, à l'arrière d'un petit camion ou d'une vieille camionnette soviétique. C'est la définition littérale de l'architecture mobile. Mais sa conception n'est pas seulement fonctionnelle, elle est profondément symbolique. Sa forme circulaire n'est pas une coïncidence esthétique. Le cercle est la forme la plus efficace pour résister aux vents katabatiques qui descendent des montagnes et pourraient détruire un mur plat. Le vent coule simplement autour de la yourte, l'embrassant au lieu de la frapper. Mais sur le plan spirituel, le cercle représente le ciel, l'éternité, le cycle sans fin de la vie et de la mort. Dans la vision du monde nomade, les coins sont des endroits où l'énergie stagne et où les mauvais esprits s'accumulent. Une maison sans coin est une maison où l'énergie circule perpétuellement. L'élément le plus critique et sacré de la structure est le tunduk. Il s'agit de la couronne circulaire en bois située au sommet du toit, l'anneau qui supporte tout le poids des perches du toit et maintient la structure debout. Sans le tunduk, la yourte s'effondrerait sur elle-même. Mais sa fonction va au-delà de l'ingénierie. C'est la fenêtre vers le ciel, l'œil de la maison par lequel entre la lumière du jour et d'où sort la fumée du feu central, reliant le monde des humains au monde des esprits. C'est un symbole si vital pour l'identité kirghize qu'ils figurent aujourd'hui fièrement au centre de leur drapeau national rouge, entouré de 40 rayons de soleil représentant les 40 tribus anciennes qui, selon la légende épique, furent unifiées par héros Manas pour défendre sa terre. Entrer dans une yourte est une expérience qui transcende le physique. C'est entrer dans un microcosme social et cosmique parfaitement ordonné. On n'y entre pas n'importe comment. L'espace intérieur est divisé de manière sacrée et suit des règles strictes que tout le monde connaît. La porte fait toujours, sans exception face au sud, pour protéger des vents froids du nord et recevoir le soleil de midi. En entrant, le côté droit est le domaine des hommes, où sont gardés les selles, les outils de chasse et les fouets. La partie gauche est le domaine des femmes, où sont stockés les ustensiles de cuisine, la nourriture et les berceaux des enfants. Mais le lieu le plus important est le fond, directement à l'opposé de l'entrée. Cet espace est appelé le Teur. C'est la place d'honneur, réservée exclusivement aux invités de marque et aux aînés les plus respectés de la famille. Personne ne s'y assoit sans permission. Dans le Teur, les plus beaux édredons et couvertures sont empilés pendant la journée, affichant la richesse et le savoir-faire de la famille. Le sol n'est jamais de terre nue. Il est recouvert de shirdak, d'épais tapis de feutre faits à la main par un processus laborieux de pressage de la laine humide. Ces tapis présentent des motifs géométriques vibrants qui ne sont pas décoratifs, ils sont un langage visuel. Des cornes de bélier, des sommets de montagnes et des ailes de corbeau sont encodés dans le tissu, racontant des histoires de lignée et de protection que, malheureusement, seules les femmes âgées savent aujourd'hui lire avec une fluidité totale. L'adaptabilité de la yourte est sa plus grande force. Pendant les mois d'été, quand le soleil tape fort, les structures ne sont recouvertes que de légères couches de feutre blanc, et les rabats inférieurs sont relevés pour permettre à la brise de traverser l'intérieur, créant une climatisation
végétation naturelle. En hiver, la stratégie change. Des couches et des couches de feutre dense sont ajoutées jusqu'à ce que la yourte ressemble à un igloo de laine. La chaleur est générée et maintenue par un poêle central brûlant du fumier séché, un combustible qui surprend les visiteurs par son efficacité. Il brûle lentement, génère beaucoup de chaleur et, curieusement, ne produit ni fumée toxique ni mauvaise odeur. Et quand la tempête de neige fait rage à l'extérieur et que les températures descendent à moins 30 degrés, à l'intérieur de la yourte, il fait si chaud et on est si protégé que les enfants dorment souvent à moitié nus sous les couvertures, pendant que le vent hurle dehors comme une de loups affamés essayant d'entrer. De nos jours, la relation des Kirghizes avec la yourte a évolué, mais elle n'a pas disparu. De nombreuses familles modernes maintiennent sang et honneur sur la steppe. Si la yourte représente la paix et l'architecture de l'harmonie, les jeux traditionnels kirghizes représentent la survie dans son état le plus pur et le plus brut. Dans un monde ancien, dépourvu d'armées permanentes, de forces de police ou de frontières définies par des murs, chaque homme, et à de nombreuses occasions les femmes aussi, devait être prêt à défendre son clan et son troupeau à chaque instant. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Ce besoin existentiel a donné naissance à un ensemble de sports équestres qui sont bien plus que des divertissements. Ils sont pour moitié un rituel sacré et pour moitié un entraînement paramilitaire intensif. Le roi incontesté de ces disciplines est le coq boru, connu au-delà de ses frontières sous le nom de buzkashi. Pour l'observateur occidental, arrivant pour la première fois dans un stade en terre, à la périphérie de Bishkek ou sur une plaine ouverte lors d'un festival, la première impression est généralement l'incrédulité, suivie souvent par un mélange de fascination et d'horreur viscérale. Ce qu'ils voient ne ressemble à aucun sport réglementé qu'ils connaissent. Deux équipes de cavaliers, généralement composées de 10 hommes par côté, s'affrontent sur un terrain de jeu gigantesque, de la taille de plusieurs terrains de football combinés. Ils ne se battent pas pour un ballon synthétique ou un trophée brillant. L'objet du litige, le centre de gravité de cette bataille rangée, est le corps d'une chèvre, préalablement sacrifiée et préparée, dont la tête et les membres inférieurs ont été retirés. Dans les compétitions internationales modernes, pour adoucir l'image devant les caméras du monde, un moule en caoutchouc lourd est parfois utilisé. Mais dans les villages, dans le véritable cœur de la steppe, la tradition règne. Le cercle, comme on appelle le corps de l'animal, pèse entre 30 et 40 kilos, bien que lors des grandes finales, il puisse peser plus de 60 s'il est imprégné par la pluie ou la boue. Le but est simple en théorie, mais titanesque en exécution. On doit soulever ce poids mort du sol, souvent en se penchant de la selle, tout en galopant à pleine vitesse, fixer la proie sous la jambe, et perçant une défense de cavalier chargeant sans merci, la jeter dans le taï kazan, une énorme cuvette de béton ou de terre faisant office de but. Ne cherchez pas d'arbitre vêtu de couleurs vives, arrêtant le jeu pour une infraction mineure. Ici, les règles sont fluides et régies par un code d'honneur ancestral. Il n'y a pas de temps mort pour se reposer ou d'assistance médicale immédiate pour une égratignure. Les matchs sont des tests d'endurance qui peuvent durer des heures sous un soleil de plomb ou une neige aveuglante. Les cavaliers très modernes utilisent quand même des casques de chars soviétiques ou du matériel de hockey adapté, mais les chutes sont brutales et fréquentes. Les fouets claquent dans l'air, utilisés pour éperonner les chevaux et parfois accidentellement ou non pour marquer le territoire contre un rival. Cependant, réduire le coq boru à un spectacle primitif ou barbare, c'est ne rien comprendre du tout à la psyché d'Asie centrale. C'est un ballet de violence calculé. C'est un rituel de force, d'habileté et, surtout, une symbiose absolue entre l'homme et la bête. Les chevaux utilisés pour le coq boru ne sont pas des montures ordinaires. Ils sont des guerriers à part entière. Ils sont entraînés dès leur plus jeune âge
à ne pas craindre le chaos, à mordre et à pousser les chevaux rivaux, à supporter le poids du cavalier suspendu d'un côté et à anticiper les mouvements du jeu. On dit qu'un bon cheval de Kokboru vaut plus qu'une voiture de luxe au Kirghizistan. Et ce n'est pas une exagération. L'animal apprend à lire les pensées de son propriétaire, tournant et freinant avec une précision millimétrique. Ce sport enseigne des leçons qu'on n'apprend pas dans les livres. Il enseigne aux cavaliers à supprimer la peur de la douleur physique. Il enseigne que tomber est inévitable, mais que se relever est obligatoire. Il enseigne le travail d'équipe sous une pression extrême, où une seconde de doute signifie perdre la proie ou être écrasé. Et il enseigne une vérité fondamentale de la vie nomade. Parfois, il faut se salir les mains et risquer son intégrité physique pour apporter la subsistance à la maison. Mais le Kokboru n'est pas le seul vestige de ce passé martial. Il existe d'autres jeux qui testent différentes compétences. L'air et niche et de la lutte, mais à cheval. Deux hommes torse nu, muscles tendus, essaient de se désarçonner mutuellement de leur monture, un test d'équilibre et de force brute, où le contrôle de l'animal par les jambes est aussi important que la force des bras. Ou le Kizkumai, traduit par « poursuivre la fille ». Dans ce jeu, souvent mal compris comme une simple parade nuptiale, une femme à cheval part avec un avantage et l'homme doit la rattraper et l'embrasser au galop. S'il échoue, et il échoue souvent car les femmes kirghizes sont des cavalières exceptionnelles, la dynamique s'inverse, elle fait demi-tour et le poursuit, le fouettant au milieu des rires et des acclamations de la foule. C'est un rappel que dans la steppe, la femme n'est pas un sujet passif, mais une force qui doit être respectée. Une mention spéciale revient à la chasse aux aigles, le salburun, un art exigeant une patience infinie et une connexion spirituelle avec l'oiseau. Mais nous explorerons cela en profondeur une autre fois. Tout cela culmine dans les Jeux mondiaux nomades, les Jeux olympiques nomades que le Kirghizistan a offerts au monde. Tous les 2 ans, des compétiteurs de plus de 70 pays affluent vers ces terres pour se rappeler qu'il fut un temps où la technologie ne définissait pas l'être humain, mais où sa valeur se mesurait à son courage. Cependant, alors que les hommes célèbrent la gloire et la force sur le terrain de jeu à la lumière du jour, quand la nuit tombe, dans certains villages reculés, une autre coutume se perpétue. Une coutume qui n'a rien d'un sport et beaucoup d'une tragédie. Une pratique qui transforme la tradition en cage. Et démontre que, parfois, le respect du passé peut cacher une obscurité terrible qui menace l'avenir des femmes de la nation. Ombre dans la tradition. Chaque culture, aussi riche et hospitalière soit-elle, a ses lumières et ses ombres profondes. Le Kirghizistan, avec son immense beauté et sa générosité, ne fait pas exception à cette règle universelle. Parmi les traditions ancestrales qui ont ressurgi avec force après l'indépendance de l'Union soviétique, cherchant à récupérer une identité nationale perdue, il existe une pratique connue sous le nom d'Ala Kachu. La traduction littérale est innocente, presque ludique, attraper et courir. Mais la réalité qu'elle cache est connue internationalement sous le nom d'enlèvement de mariés. Pour comprendre ce phénomène sans le juger d'un point de vue purement externe, il faut regarder en arrière. Historiquement, dans de nombreuses cultures nomades, et même dans l'Europe ancienne, l'enlèvement pouvait être une forme de fuite consensuelle. Lorsque les familles s'opposaient au mariage pour des raisons économiques ou de statut, ou quand les jeunes voulaient éviter les dots et les cérémonies coûteuses,
Ils organisaient un enlèvement théâtral. C'était une mise en scène socialement acceptée pour forcer l'union et contourner les barrières bureaucratiques ou familiales. Mais au cours des dernières décennies, et surtout après l'effondrement de l'ordre soviétique et la crise économique brutale des années 90, cette pratique a dégénéré. Ce qui autrefois pouvait avoir une composante de consentement s'est, dans de nombreux cas, transformé en véritables enlèvements violents et traumatisants. Des jeunes hommes, souvent pressés par leur propre famille pour se marier et avoir des enfants afin de travailler la terre, ou incapables de payer le prix traditionnel de la mariée, décident de prendre le chemin de la force. La mécanique est terrifiante de simplicité. Un groupe d'amis du prétendant localise la jeune femme choisie, parfois une connaissance, parfois quelqu'un que l'homme a à peine vu quelques fois au marché ou à l'université. Ils la forcent à monter dans une voiture qui attend avec le moteur allumé et l'emmènent dans la maison familiale du marié. Là commence la seconde phase de l'épreuve, souvent plus dure que l'enlèvement physique lui-même. À son arrivée, la jeune femme ne rencontre pas de geôliers armés, mais les femmes plus âgées de la famille, les grands-mères et les tantes. Elles sont chargées de la persuasion psychologique. Elles lui disent que si elle franchit le seuil pour retourner chez elle, ce sera une honte pour sa propre famille, que plus personne ne voudra l'épouser car elle sera considérée comme impure. Elles utilisent la superstition, disant qu'elle attirera une malédiction si elle part. Elles placent le Joluk, le foulard matrimonial blanc, sur sa tête. La lutte peut durer des heures ou des jours. Beaucoup résistent, crient et parviennent à s'échapper. Mais d'autres, épuisées, effrayées et inquiètes pour l'honneur de leurs parents, finissent par céder. Elles restent. Et ainsi commence une vie qu'elles n'ont pas choisie. Les statistiques sont un rappel à la réalité. Selon diverses organisations de droits de l'homme et des ONG locales, on estime que dans certaines zones rurales, entre 30 et 50% des mariages actuels ont commencé par un type d'alakachu. Tous ne sont pas violents, certains restent théâtraux, mais la ligne floue entre le jeu et la coercition est précisément le problème. C'est une roulette russe où la liberté d'une femme est en jeu. La loi a tenté d'intervenir. Depuis l'année 2013, le vol de mariés est une infraction pénale spécifique qui peut entraîner jusqu'à 10 ans de prison. Le code pénal a été durci après des cas tragiques qui ont choqué la nation. Des situations où des jeunes femmes, désespérées, ont pris des décisions fatales à l'intérieur des maisons de leurs ravisseurs ou ont été blessées en essayant de s'échapper. Mais l'application de la loi est un défi monumental dans un pays montagneux où le village le plus proche peut se trouver à des heures du poste de police et où les juges et policiers locaux partagent souvent la mentalité traditionnelle selon laquelle il s'agit de questions familiales qui devraient être résolues en privé. Malgré l'obscurité, il y a de la lumière. Une nouvelle génération d'activistes mène une bataille culturelle sans précédent. Des organisations comme Kiskial, ce qui signifie « Filles du Soleil », et des centaines de volontaires locaux travaillent sans relâche. Ils vont dans les écoles, parlent avec les anciens, créent des applications mobiles d'urgence pour que les filles puissent demander de l'aide discrètement. Des refuges sûrs ont été créés dans les villes, et peu à peu, la mentalité change. Les leaders religieux et les anciens de la communauté eux-mêmes, les gardiens de la moralité, commencent à élever la voix pour dire que la véritable tradition kirghize est basée sur l'honneur, la dignité et le respect mutuel, et que forcer une femme va à l'encontre des valeurs de l'islam et de l'héritage nomade. C'est un rappel douloureux que la liberté humaine a toujours ses zones grises et que la lutte pour les droits fondamentaux ne s'arrête pas avec l'indépendance politique d'un pays. La société kirghize est en pleine transformation, purgeant ses propres démons. Mais si cette lutte interne pour l'identité sociale a été dure, ce qui s'est passé au niveau national quand le géant qui les soutenait s'est effondré a été un cataclysme. Imaginez vous réveiller un jour et découvrir que l'argent dans votre poche ne vaut rien, que les magasins sont vides et que l'empire garantissant votre chauffage et votre nourriture a disparu de la carte, vous laissant seul dans le froid. L'éveil du dragon de glace.
L'année 1991 n'était pas simplement une date sur le calendrier pour le Kirghizistan, c'était le moment où le sol a disparu sous ses pieds. L'effondrement de l'Union soviétique a été un événement d'extinction massive pour l'économie planifiée d'Asie centrale. Pendant des décennies, Moscou avait décidé ce qui était produit, combien cela coûtait et à qui c'était vendu. Du jour au lendemain, ces ordres ont cessé. Les lignes d'approvisionnement, qui étaient les artères maintenant le pays en vie, ont été coupées. Les usines, qui produisaient auparavant des composants pour la machinerie soviétique, se sont arrêtées net. Le silence a envahi les zones industrielles. Les salaires ont cessé d'être payés ou ont été payés avec des produits dont personne ne voulait, de la vodka, des serviettes, des briques. L'hyperinflation a dévoré les économies d'une vie en quelques semaines. L'argent est devenu du papier peint. Les gens dans les villes, habitués au chauffage central et aux supermarchés d'État, se sont retrouvés face à l'abîme de l'hiver sans ressources. C'est alors que l'instinct de survie nomade, endormi mais pas mort, s'est éveillé. Face à l'effondrement du système moderne, les gens se sont tournés vers les montagnes. Si l'État ne pouvait pas fournir, la terre le ferait. Il y a eu un exode massif retournant aux origines. Des ingénieurs, des enseignants et des bureaucrates ont vendu leurs meubles, ont acheté du bétail et sont retournés au pâturage d'été. Ce qui a commencé comme un besoin désespéré de manger est devenu, au fil des ans, une profonde renaissance culturelle. En retournant dans les montagnes, ils ont récupéré quelque chose que le communisme avait essayé de diluer, leur âme. Et avec l'arrivée du nouveau millénaire, un phénomène inattendu s'est produit qui allait changer le destin économique du pays. Le monde extérieur a découvert le Kirghizistan. Dans un mouvement audacieux pour attirer des devises étrangères, en 2012, le gouvernement a éliminé le besoin de visa pour les citoyens de 45 pays, une liste qui dépasse aujourd'hui 60. C'était une politique radicale de portes ouvertes dans une région connue pour sa bureaucratie et ses frontières fermées. Soudain, une nouvelle tribu est apparue à l'horizon. Des randonneurs, des photographes, des aventuriers et des chercheurs d'authenticité. Ce qu'ils ont trouvé les a laissés sans souffle. Ils ont vu des paysages qui semblaient tirés des meilleurs documentaires animaliers, mais sans les foules. Ils ont vu des vallées alpines rappelant la Suisse, mais totalement vierges. Des lacs d'un bleu plus profond et plus turquoise que ceux du Canada. Et des glaciers accessibles à pied sans équipement coûteux. Le Kirghizistan s'est positionné comme la dernière frontière du tourisme d'aventure accessible. Aujourd'hui, le tourisme communautaire est l'une des plus grandes sources de revenus directs pour la population rurale. C'est un modèle révolutionnaire. Dans des endroits comme Koshkor, Kizilwai ou la forêt de noyer d'Arslanbob, des familles ont transformé leurs yourtes et maisons en hébergements. Il n'y a pas de grandes chaînes hôtelières prenant les profits. L'argent va directement dans la poche de la grand-mère qui cuit le pain ou du père qui guide le cheval. Ce boom a permis de faire revivre des arts oubliés. Les femmes ont récupéré la technique complexe du shirdak, des tapis de feutre aux motifs psychédéliques qui racontent des histoires visuelles, désormais déclarées patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Les hommes ont dépoussiéré les traditions de la fauconnerie et de la fabrication de yurts. Le touriste ne paie pas seulement pour un lit, il paie pour voir un mode de vie que l'Occident a perdu il y a des siècles. Et la chose la plus importante que le voyageur découvre était qu'ici, l'hospitalité n'est pas une industrie, ni une stratégie de marketing. C'est un devoir sacré, un mandat divin. Dans la culture kirghize, refuser le pain et le sel à un invité, qu'il soit connu ou étranger, est l'un des pires péchés imaginables. Ils vous inviteront dans leur yourte même s'ils ont à peine assez pour manger eux-mêmes. Ils vous offriront du kimiz, le lait de jument fermenté au goût acide et fumé, même si c'est la seule chose dans le bol. Ils vous donneront la meilleure place près du poêle. Et quand vous partirez, ils ne se contenteront pas de vous dire au revoir de la porte. Ils vous accompagneront jusqu'à l'horizon, jusqu'à ce que vous soyez en sécurité sur votre chemin.
pour s'assurer que les esprits de la montagne ne vous troublent pas. Le pays a réussi à transformer son isolement géographique en son plus grand atout. Ils ont vendu leur beauté sauvage au monde. Mais sous cette beauté, sous ces glaciers attirant des milliers de visiteurs, se cache une menace silencieuse. Les ressources mêmes qui aujourd'hui donnent vie et argent au pays sont en danger et le Kirghizistan se retrouve assis sur une bombe à retardement écologique et géopolitique qui pourrait redéfinir la carte de l'Asie centrale. L'or bleu est l'avenir. Il est souvent dit que si le pétrole fut la ressource qui définit les conflits, la richesse et les guerres du XXe siècle, l'eau sera l'élément volatile qui écrira l'histoire violente du XXIe. Et sur cet échiquier géopolitique mondial, le Kirghizistan est, sans que beaucoup s'en rendent compte, une superpuissance silencieuse. La géographie ici n'est pas seulement un paysage, c'est un destin. Avec 93% de son territoire persan, le ciel à des altitudes supérieures à 1000 mètres, cette nation agit comme le château d'eau de l'Asie centrale. Ces plus de 8000 glaciers et vastes champs de neiges éternelles agissent comme un immense réservoir gelé, enfermant un volume d'eau douce équivalent à 3 fois la consommation annuelle de toute l'humanité. De ces cathédrales de glace en haute altitude naissent les grands fleuves, comme le Naryn et le Chou. Ce ne sont pas de simples ruisseaux, ce sont les artères vitales qui coulent vers le bas pour nourrir les champs de coton et de blé des voisins assoiffés du Kirghizistan dans les plaines, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et, dans une moindre mesure, l'immense appétit de la Chine. Cette réalité topographique accorde au Kirghizistan un niveau d'influence géopolitique qui dépasse de loin sa taille économique. En termes simples, il contrôle le robinet. Ce contrôle crée une dynamique fascinante et dangereuse, connue sous le nom de lien énergie-eau. Dans les profondeurs glaciales de l'hiver, le Kirghizistan a désespérément besoin d'énergie. Pour garder ses villes éclairées et ses habitants au chaud, il doit libérer des quantités massives d'eau à travers ses barrages hydroélectriques, comme le colossal réservoir de Toktogul, pour générer de l'électricité. Cependant, c'est précisément le moment où ses voisins le supplient d'arrêter. Les nations en aval ont besoin que cette eau soit stockée et conservée pour les mois d'été caniculaires afin d'irriguer leur culture. Si le Kirghizistan libère l'eau en hiver, il inonde les champs gelés de l'Ouzbékistan. S'il retient l'eau en été, les cultures du Kazakhstan flétrissent et meurent. Cette tension constante et rythmique a transformé l'eau en une monnaie d'échange plus précieuse que le dollar. Elle a provoqué des impasses diplomatiques, des fermetures soudaines de frontières et même des escarmouches armées. Dans la vallée de Fergana, un puzzle complexe de frontières tracé par les cartographes soviétiques, l'accès à une seule pompe à eau ou un seul canal peut déclencher de la violence. Ici, les voisins s'observent avec suspicion, sachant que la main qui contrôle la vanne contrôle la récolte et par extension la vie elle-même. Mais ce que presque personne ne mentionne dans les brochures touristiques glacées, c'est l'extrême fragilité de cet équilibre. Le château d'eau se fissure. Le changement climatique n'est pas un débat théorique dans les montagnes du Tian Shan. C'est une réalité visible à l'œil nu, se déroulant en temps réel. Ces zones de haute montagne se réchauffent à un rythme beaucoup plus rapide que la moyenne mondiale, agissant comme un canari dans la mine de charbon pour la planète entière. Le glacier Inilchek, l'un des plus longs du monde en dehors des régions polaires, est un géant mourant. Il recule visiblement chaque année, perdant jusqu'à 20 mètres de glace, saignant ses réserves anciennes dans les rivières en dessous. Cette fonte crée un phénomène terrifiant connu sous le nom de pic d'eau. Initialement, les rivières gonflent avec l'excès d'eau de fonte, créant un faux sentiment d'abondance. Mais c'est une illusion temporaire. Une fois que la masse critique de glace aura disparu, le débit chutera brutalement, menant à des sécheresses catastrophiques.
De plus, à mesure que la glace recule, elle laisse derrière elle des lacs glaciaires instables, retenus seulement par des débris meubles et de la moraine. Ces barrages naturels sont des bombes à retardement. Lorsqu'ils cèdent, ils déclenchent des vidanges brutales de lacs glaciaires, des murs de boue, de roches et d'eau qui dévalent les vallées à des vitesses d'autoroute, capables d'effacer des villages entiers de la carte en quelques minutes. Le dragon de glace de la mythologie kirghize fond et en se dissolvant, il menace d'emporter la sécurité hydrique de toute la région. À cette crise existentielle s'ajoute l'attrait complexe et scintillant de l'or. Si l'eau est le sang du pays, l'or est son addiction. L'exploitation minière est l'autre pilier de l'économie, représentant une part massive du produit intérieur brut et près de la moitié de la production industrielle de la nation. Le joyau de la couronne, et simultanément son plus grand mal de tête, est la mine de Kumtor. Située à 4000 mètres d'altitude, dans un paysage lunaire et glacial où l'air est rare et le vent coupe comme un couteau, Kumtor est l'une des plus grandes réserves d'or de la planète. Sur les images satellites, elle ressemble à une vaste blessure grise griffée dans la pureté blanche des montagnes. Mais son emplacement est un cauchemar environnemental. Elle est littéralement située au sommet de glaciers actifs. Dans n'importe quelle autre juridiction, l'exploitation minière ici serait impossible. Mais l'or est trop riche pour être ignoré. Pour extraire le métal précieux, la glace doit être retirée, dynamitée et déplacée, déstabilisant la structure même de la montagne. L'histoire de Kumtor est une saga de plusieurs décennies de corruption, de nationalisme féroce et de catastrophes écologiques. Pendant des années, la mine a été gérée par des investisseurs canadiens, un symbole d'efficacité occidentale pour les uns et de vol néocolonial pour les autres. Elle a finalement été nationalisée après des années de litiges juridiques amers et de bouleversements politiques, un mouvement motivé par le désir de réclamer la souveraineté sur les ressources nationales, mais cette réclamation est venue avec une lourde histoire. La mémoire collective du peuple kirghize est marquée par la tragédie de 1998, lorsqu'un camion transportant du cyanure vers la mine s'est écrasé dans une rivière qui alimentait en eau potable les villages en aval. L'empoisonnement qui en a résulté, les dissimulations et la lenteur de la réponse ont généré des vagues de protestations nationales qui n'ont jamais vraiment cessé. Les gens regardèrent avec horreur leur eau sacrée, la source de vie dans la culture nomade, être empoisonnée en échange de lingots d'or qui semblaient rarement améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, la mine est entièrement entre les mains des Kirghizes, mais le dilemme demeure. L'économie est accro aux revenus que Kumtor fournit. Sans eux, le budget s'effondrerait. Pourtant, le coût environnemental est une hypothèque à taux élevés que les générations futures devront payer. Les bassins de résidus, remplis de boussockelis toxiques, se trouvent dangereusement proches des sources d'eau. C'est l'éternelle et brutale question du monde en développement. Sacrifiez-vous la nature d'aujourd'hui pour vous assurer de pouvoir manger demain? Pendant que ces drames à enjeux élevés se déroulent sur les sommets gelés, la capitale, Bichkek, se transforme à une vitesse vertigineuse, devenant une ville de contrastes surréalistes et déconcertants. La métropole, qui il y a seulement 20 ans était une grille grise et endormie de béton soviétique et de statues de Lénine, vibre aujourd'hui d'une nouvelle énergie frénétique. Les rues sont un mélange chaotique d'histoire et d'aspiration. De vieilles ladas crachent de la fumée à côté de tout terrain de luxe flambant neuf, esquivant un trafic qui semble ne suivre aucune loi, sinon celle de l'élan. Bichkek s'est réinventé comme une oasis hipster en Asie centrale. Le centre-ville est rempli de cafés spécialisés, où des baristas tatoués servent des cafés parfaits, de brasseries artisanales expérimentant avec des ingrédients locaux comme des herbes de montagne, et d'une scène d'art de rue qui couvre les blocs d'appartements soviétiques, s'effritant avec des peintures murales qui ne dépareilleraient pas à Berlin ou à Brooklyn. Le soir, la scène musicale underground palpite de rock indépendant et de rythmes électroniques.
porté par une génération assoiffée d'expression. Une classe créative de jeunes a émergé qui ne regarde plus Moscou comme son étoile polaire culturelle. Ils regardent vers le monde global. Dans des espaces de coworking modernes, équipés de fibres optiques à haute vitesse, des programmeurs et des développeurs travaillent à distance pour des startups de la Silicon Valley et des géants technologiques européens. Ils construisent un parc de haute technologie qui croît de manière exponentielle chaque année, profitant d'un régime fiscal spécial conçu pour transformer le Kirghizistan en un hub numérique. Ils sont la première véritable génération numérique du pays, parlant couramment l'anglais, le python et le langage d'Internet. Cependant, le paradoxe de cette modernité est beau et constant. Ce n'est pas un remplacement des anciennes façons de faire, mais une superposition. Ces mêmes jeunes qui conçoivent du code ou échangent des cryptos pendant la semaine sont les mêmes qui conduisent 3 heures le week-end vers le Jailu. Les hauts pâturages d'été. Ils échangent leurs MacBooks contre des chevaux. Ils dorment sur le sol d'une yourte chauffée par un poêle à bouse, aident leur famille à tondre les moutons et boivent du kimiz, lait de jument fermenté. Ils n'ont pas rompu le cordon ombilical avec leur passé. Ils l'ont allongé. Cette élasticité culturelle est visible même dans la mode et l'attitude de la ville. Il est courant de voir un homme d'affaires dans un costume italien élégant porter le calpac, le chapeau traditionnel en feutre blanc, symbolisant les sommets enneigés, lors d'une réunion de conseil d'administration. L'ancienne épopée orale de Manas, un poème d'un demi-million de lignes qui définit l'esprit kirghize, n'est pas seulement récitée par les anciens dans les villages, mais remixée par des rappeurs dans les boîtes de nuit. Les Jeux mondiaux nomades, des Jeux olympiques internationaux de sports ethniques accueillis par le Kirghizistan, présentent des événements comme la lutte à cheval et la chasse à l'aigle, diffusés dans le monde entier avec des valeurs de production en haute définition. Pourtant, cette modernisation a un côté sombre. Bichkek souffre de l'une des pires pollutions atmosphériques au monde pendant l'hiver. À mesure que les tours de verre s'élèvent, l'infrastructure peine à suivre. La ville est enveloppée dans une couverture toxique de smog, résultat des centrales électriques au charbon et des voitures qui échouent aux normes d'émission. C'est un rappel physique que la course vers l'avenir laisse des débris dans son sillage. Le Kirghizistan vit aujourd'hui dans une contradiction permanente, fascinante et parfois douloureuse. Il oscille entre la tradition la plus stricte de la steppe et l'appétit le plus vorace pour la modernité. Il se tient entre l'isolement de ses vallées silencieuses et son ouverture au tourisme mondial, entre une fierté nationaliste féroce et une dépendance économique paralysante vis-à-vis de ses ressources naturelles. C'est un pays qui essaie de trouver son propre chemin sans carte, naviguant dans le nouveau grand jeu. Il est serré entre l'influence déclinante mais toujours puissante de la Russie. L'énorme gravité économique de l'initiative de la ceinture et de la route de la Chine, et les valeurs et ONG de l'Occident. Chaque route construite, chaque prêt contracté et chaque barrage érigé est un mouvement sur cette corde raide diplomatique. Mais c'est peut-être là sa plus grande force. Tout comme le cuir est tanné au soleil pour devenir résistant, où l'acier est forgé au feu pour garder son tranchant, l'identité kirghize a été forgée dans l'adversité. C'est un peuple qui a survécu au poids écrasant des empires, au chaos des guerres mondiales, à la pénurie de la faim et à l'effacement de l'oubli, et ils sont toujours là. Ils galopent vers l'avenir avec le même cran et la même détermination avec lesquels leurs ancêtres traversèrent la steppe sans fin. Ils sont convaincus que les défis du XXIe siècle, la fonte des glaces, la pression politique, les obstacles économiques, ne sont qu'un autre col de montagne à franchir. Et comme le suggère le vieux proverbe, tant qu'il y a un cheval à monter, une yourte pour s'abriter et un horizon ouvert à poursuivre, il y aura toujours de l'espoir.